Bah tu vois mon monde un peu, bah, toi tu te rappelles Arnaud, hein, je sais pas si c'est pire qu'avant, ouais peut-être. Il y a plus de trucs je crois. Peut-être plus de trucs. C'est quand même un peu le boxon, hein, faut dire ce qui est. Oh la vache. Mais c'est mon monde quoi. Ça c'est mon journal que je tiens depuis 83 en fait. Donc j'ai 2 volumes. Putain. Ouais. Quand j'entends le journal, c'est un peu mode Jules Renard, tu vois. Ouais. Bon. J'ai entendu certains me déclarer, oui mais toi finalement tu ne fais rien, tu te réfugies dans l'écriture. Certes, seulement je tiens à souligner que l'écriture profite aussi de moi pour se réfugier quelque part. Bon, c'est des trucs, mon écriture, c'est surtout le vendredi soir et le samedi soir, la nuit, quoi. D'accord ? C'est-à-dire de vendredi, on va dire de 21h, 22h jusqu'à 5-6h, des fois du matin, ça m'est arrivé. Bon, voilà ça, mon c'est rythme, vendredi, quoi. ça. Et le samedi, pareil. Samedi, pareil, d'accord. Ce qui ne m'empêche pas d'aller au ciné voir un film à 8h, tu vois, ou d'aller voir du ring hockey ou du basket. Mais à 10h30, 11h, je suis à la maison jusqu'à 5-6h, quoi. Voilà. Sinon, je me sens inutile, j'ai honte de moi-même, ça va jusqu'à la honte de moi-même. Si par exemple le lundi, je me dirais j'ai rien fait le week-end, ben je suis une épave, quoi. Je suis une épave, un nul à chier, quoi. Mais vraiment, quoi. Alors que quand la production est là, eh ben, je me sens valorisé, quelque part je vis, quoi. Sinon je vis pas. Je crois que je suis mort autrement quelque part, quoi. En ce moment j'écris, c'est très drôle que Arnaud soit là, vraiment, parce que je suis parti, un jour tu m'avais dit Arnaud, j'avais bien retenu ça, toi si t'écris un truc sur ta vie, tu cartonneras, parce que c'est... Et donc je suis parti là-dessus. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de bêtises dans ma jeunesse, vraiment à l'école notamment, et je voulais retranscrire ça dans un livre. Ouais. Je relate mes écoles buissonnières, j'en ai fait pas mal, enfin où je trouve que j'ai mûri par ces écoles buissonnières. C'est très étrange. Hein. Je me vois encore avec un pote, on avait un prof qui était très très assassin quelque part, et on s'était dit mais on se barre, quoi. On était dans un état d'émerveillement parce qu'on savait qu'on aurait dû y être, et on se disait tu te rends compte là, ils y sont, quoi. Et nous on est là. Et on était assis sur un autel dans une vieille église, à l'extérieur. C'est une vieille église et on était sur l'autel. On était sage alors qu'habituellement on était assez turbulent. Comme là on était circonspect devant ce qu'on avait fait, puis du temps qui passait. C'était ma première initiation, vraiment le temps. Puis on a le temps de voir le temps, quoi. Et ça pour moi c'était formateur, incroyable, quoi. Ça je me rappellerai toujours de ça. C'était pour moi prodigieux. Je me rappellerai toujours de ça. Ouais. J'ai voulu montrer dans une description de vie banale l'originalité de la banalité de cette vie. Le fait même de cette vie sans originalité devient l'essence même de ce particularisme, de cette originalité. En somme, quand le néant rattrape le rien, reste-t-il le néant, devient-il le rien ou quelque chose de plus abstrait encore ? Dans une société qui veut toujours que quelque chose ait un sens, j'ai voulu aller à contre-courant en mettant en scène la puissance du vide. C'est un type qui vit sur un bateau qui sans cesse se dégonfle parce qu'il est pneumatique. Voilà. Et puis il rencontre des gens, tout ça, mais enfin il y a rien de précis. Voilà. Il n'y a pas d'intrigue précis. Il n'y a pas d'intrigue, quoi. Voilà. Ouais. Il va à la plage, il revient de la plage, ils vont au resto, ils discutent, hein, mais c'est creux, quoi. Il n'y a rien. Mais pourtant, bref, c'est humoristique en même temps, on peut dire. Hein. Oui. Donc t'as jamais eu de livre publié par un éditeur ? Non. Et c'était quoi tes rapports avec les éditeurs ? Je n'ai eu que des chroniques, tu sais, dans Le Vilain Petit Canard. Le Vilain Petit Canard était un journal philosophique et j'ai eu une chronique là pendant 4 ans à peu près. J'étais régulier là-dedans. Voilà. Publié où ? Paris. À Paris, d'accord. Ça sortait à Paris, mais on le trouvait en kiosque. Voilà. Bon, voilà. Et du coup, mais t'as quand même été rencontrer des éditeurs j'ai rencontré des éditeurs, oui. Enfin, j'ai rencontré des éditeurs. Non, j'ai amené chez des éditeurs où j'ai été au mois de mai sur une idée un peu d'Arnaud aussi, parce qu'il me dit mais pourquoi ? C'est vrai que Arnaud aurait tendance à me pousser un peu aussi, parce que je suis un peu trop réservé, on va dire. Et donc, je suis allé donc le 9 mai à Paris, et j'ai fait plusieurs maisons d'édition, Gallimard, Grasset, je ne vais pas être dérangé maintenant. Et donc chez Albin Michel, c'était le 9 mai, c'était un vendredi je crois, j'ouvre la porte de chez Albin Michel et je me retrouve là dans un hall avec un grand bureau qui aurait dû servir à la secrétaire, il n'y a personne, j'attends un instant, il n'y a personne, je me dis mais il n'y a personne. Je fais 3 ou 4 pas, je regarde dans le fond, parce que c'est quand même vaste, Albin Michel. Hein. Je commence à crier, il y a du monde, personne ne me répond.
Je me dis, mais comment ça se fait? Je vois des marches et je m'enhardis et je grimpe à l'étage. Il y a 2 étages. Alors je fais le premier, je fais les bureaux, je tape sur la porte. Il y a du monde, mais il n'y a personne. Je reviens, je fais le 2e étage, pareil. Il n'y avait personne chez Albin Michel. Donc je me dis, comment ça se fait? Je redescends en bas. Je me dis, j'allais partir. Je me dis, je vais quand même téléphoner. Alors je téléphone, je fais le 118 pour avoir Albin Michel. Et je me dis, j'aurai personne puisque c'est ici. Non, ça n'a pas sonné ici. Ça a sonné dans un autre lieu. On me dit, les éditions Albin Michel. Ah, je dis non, sûrement pas les éditions Albin Michel, j'y suis. Ah non, vous ne pouvez pas y être, monsieur, parce que c'est fermé aujourd'hui. On est le 9 mai, on a fait le pont. Hein. Je dis si, j'y suis, je suis venu déposer un manuscrit, je suis devant le bureau. Et comment mais comment c'est possible? Enfin, qu'est-ce que la dame prise de folie, vraiment, je vais appeler le gardien. Comment vous avez pénétré? Mais je dis, j'ai ouvert la porte pour pénétrer. Enfin, j'étais très calme, c'était très humoristique. Hein. Et donc, voilà, j'ai attendu. J'ai pas attendu le gardien, je dirais après, parce qu'on m'a dit si le gardien m'attrapait là. Mais je dis, mais j'ai rien volé, je suis venu déposer un manuscrit. Bon, revenez lundi. Ah, je dis non, je suis de province, je vais pas revenir lundi, je suis là aujourd'hui et j'attends quelqu'un. Au début, j'attendais vraiment quelqu'un. Et puis. Donc elle m'a dit, finalement, déposez-le sur le comptoir et puis on le prendra et puis voilà quoi. Et puis je suis parti. Voilà. Donc c'était marrant. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis? Si, négative. Négative comme les autres. Pas d'explication. Comme Gallimard, aucune explication. Il y a une philosophie derrière tes principes d'écriture? Oui, je pense qu'il y a quand même une philosophie qui se retrouve surtout dans mes livres, dans mes 2 tomes. D'ailleurs, je les ai appelés textes pour ne rien vouloir dire et autres textes pour ne vouloir rien dire de plus. Voilà les 2 tomes, quoi. Ouais, voilà. Et ça, c'est ce que je produisais dans Le Vilain Petit Canard. C'est-à-dire, c'est des textes courts, d'1 page ou 2 des fois, et qui, justement, pour moi, sont complètement dans le néant, quoi. Pour moi, tout est dans le néant, quoi. Et non pas dans l'aspect des choses qu'on dit réelles et concrètes, quoi. Ah ouais, pour moi, tout est dans le néant. Alors que tout est dans le vide. Alors qu'il n'y a rien, mais tout est dans le rien. Pourquoi? Je sais pas, quoi. Ouais. Je sais pas. Quelqu'un me dirait un jour pourquoi tu écris. J'en sais rien, moi. Pourquoi j'écris? Pourquoi je sais pas. C'est moi. une impulsion totalement je sais pas, qui te domine. Dans un bouquin que j'ai fait qui s'appelle L'immeuble, qui rejoint aussi cette notion de vide, là, c'est un mec qui est occupé par. Son emploi, c'est de regarder le temps passer. C'est-à-dire que c'est une expérience, apparemment, qu'on lui dit qu'il va durer plusieurs années. Il a été pris pour ça parce que sa vie est extrêmement fade. Il vit seul, il n'a pas d'amis. Il vit vraiment d'une manière, d'ailleurs, j'explique une dizaine de pages, sa vie, mais ultra monotone, quoi. Et il va au boulot, il monte un immeuble, et là, il arrive devant une pièce où il y a une horloge, il est filmé, et il regarde le temps passer. C'est ça son boulot, quoi. Ça s'appelle L'immeuble. Mais évidemment, ça n'allait pas faire 150 pages. À un moment donné, un jour, quelqu'un sonne à sa porte et il l'ouvre. Il se méfie. Oui, est-ce que je peux vous voir? Parce que je crois qu'on travaille dans le même endroit. Il se méfie, il dit oui, comme il est bien luné ce jour-là, il accepte. Et puis le mec rentre et lui dit... En fait, on travaille au même endroit, mais pas à des mêmes heures, et puis pas au même étage. Mais en fait, moi, je suis occupé à regarder dehors tout le temps ce qui se passe, je suis à la fenêtre. Donc, en fait, ils font partie d'une grosse expérience de plusieurs individus avec des emplois complètement... Alors, de temps en temps, on vient l'interroger, on lui demande comment vous voyez la vie, comment vous voyez le temps. En fait, c'est une expérience, quoi. Il y a un autre individu qui dit s'appeler... ce gars-là lui dit, il y a un autre qui devrait venir avec nous, qui s'appelle Régis. Si vous voulez, demain, rencontrez-le au coin de la rue, machin chose, il sera là, quoi. Et en fait, il se pointe, il n'est pas là, il rencontre un autre gars qui le connaît, et il l'emmène chez lui, boire un coup, discuter, et puis ils sont ivres, ils ont énormément bu, et il balance, tout d'un coup, il le touche pas, puis il le balance, et il tombe sur le crâne, et il pense avoir tué le mec, et il part en courant, et en fait, après sa vie, ça va être une rencontre avec des clochards, il va se retrouver dans un sous-marin, en montgolfière, il va se retrouver dans un autre pays, c'est-à-dire que d'une vie extrêmement étroite, il va se trouver dans un truc complètement dingue, quoi. Est-ce que tu peux dire, combien de romans, combien de nouvelles, etc. 17, quoi. 17 livres. Je suis au 17e, là, voilà. 17e ouvrage. Commencé quand? J'ai commencé, je dirais... j'ai repris vraiment à écrire. Oui. À l'âge de 17 ans, à peu près. Voilà. Plus sérieusement, à l'âge de 21, 22, plus régulier, quand même, quoi. Voilà. Donc en tout, ça fait une période...
Oui, ben j'ai 57, voilà. Donc ça fait, voilà, quand même, quoi. Ouais. Je dois avoir mon dernier... Non, il est pas là, il est en bas. Ah ben attends, j'en ai d'autres là. Ouais, mais c'est quand même des commentaires assez médiocres. Je veux dire, c'est pas littéraire du tout, quoi. Mais c'est la démarche un peu aussi. Alors c'est-à-dire que tous les dimanches matin, je fais mon championnat de foot. C'est-à-dire que je suis pas content du foot avec les trafics d'argent, etc. Donc moi, je le fais moi-même et pour moi, il compte 10 fois plus que mon championnat normal. Ce que j'ai pu constater, c'est que mon équipe favorite, qui était dans des petites divisions, j'ai étudié pendant, on va dire, maintenant 35 ans. Je l'ai même commencé vers l'âge de 17 ans, à peu près à la même période où j'écrivais. Comment la volonté peut agir sur la feuille, sur le papier, enfin, la volonté agissante, je dirais carrément. Quoi. Parce que c'est-à-dire que quand je pense pas à mon équipe dans la semaine, qu'ils vont jouer contre Bordeaux, par exemple, et ben tout d'un coup, je me mets dans mon bureau, je me dis, putain, t'as pas beaucoup bossé là-dessus cette semaine. Là, 2-0. Et là, tu vois, par exemple, mon équipe vient simplement de gagner dimanche dernier, justement contre Bordeaux 1-0, et n'avait pas gagné depuis début septembre, c'est-à-dire 8 matchs sans résultat. Et ce qui est bizarre, et ça me traîne depuis longtemps, c'est ce côté difficulté à amorcer le championnat. C'est-à-dire que septembre, octobre et novembre sont pour moi des mois catastrophiques. Et je ne sais pas, Arnaud, ce que tu en penses, tous les ans, ça se reproduit pareil. Ouais. Et à partir de décembre, c'est le bulldozer. Ouais. Souvent, ils finissent premier, deuxième, troisième, cinquième. C'est fou. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je joue avec des cartes. C'est le hasard. Avec des cartes. Ouais, qui c'est ton équipe, en fait? Je le dis, oui, Pont-l'Abbé, voilà, parce que c'est l'équipe de Pont-l'Abbé parce que je suis né là-bas. Tu écris les commentaires sportifs de leur match. Tout à fait. Mais sans aller au stade, c'est ça? Tout à fait. Il crée le match en jouant aux cartes, en fait. Il joue c'est-à-dire que je fais un championnat, un véritable championnat avec fictif. Les journées fictifs, quoi. Hein. C'est-à-dire que rien n'a de sens, puisque c'est bien sûr, Pont-l'Abbé joue pas en division 1, hein, mais ils sont montés de la DSR à la division 1 grâce à ma force énergétique, on va dire. Bah oui, parce que sans ça, ils seraient pas montés. Ils auraient même pu descendre. Mais c'est vrai. Elles sont là, les cartes. Il y a plusieurs jeux. Je te montre un jeu, par exemple. J'ai peaufiné, ça c'est le résultat de pas mal d'années parce que le suspense il est jusqu'au bout. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, je faisais que des zéros et des buts. Et maintenant, je mets des jokers. Et les jokers, c'est très extraordinaire à faire le match parce que, si tu veux, voilà les cartes. Alors le 1, le 7, le 4, ça c'est des zéros, d'accord? Okay. Ça c'est un but par exemple, parce que c'est une carte de couleur. Le joker noir, -1. C'est-à-dire que l'équipe qui a mis, par exemple, l'équipe mène, admettons, là, voilà. T'es d'accord? Ouais. Admettons, comment te dire? L'équipe qui reçoit a plus de chances de gagner que l'équipe visiteuse. Donc elle a 9 cartes et l'autre a que 7 cartes. Donc il y a déjà plus de chances au prorata. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas gagner, d'accord? Donc au niveau des points, c'est pareil. Si elle gagne à l'extérieur, elle aura 3 poins parce que c'est plus dur de gagner à l'extérieur. Alors que si tu gagnes chez toi, tu n'as que 2 points. D'accord? Et pareil, j'ai le joker rouge. Et lui, c'est le contraire, c'est 2 buts. Donc une équipe qui est menée 2-0, tu te dis... Et ça, j'ai déjà vu, même mon club, et c'est une joie inexprimable. Ouais. C'est-à-dire que la dernière cas, je dis, putain, ils sont battus, je suis liquéfié, j'abats, putain, 2-2. Putain, ils sortent de l'enfer, quoi. Un truc de fou, quoi. Et ça m'émeut, ça, c'est terrible, quoi. Et combien de commentaires sportifs? Oh ben là, écoute... C'est des dizaines de milliers? Oui, on doit approcher 15 ou 20 000 dans ces eaux-là. Quand même. Ça fait 40 ans que je le fais, imagine. 40 ans, les 3 premiers de la fin du championnat, le premier a 3 points, le deuxième a 2 points et le troisième a 1 point. Tous les autres n'ont rien, d'accord? Et au classement total, voilà ce que ça donne. Au 29 janvier 2011, ils ont 44 points et le deuxième, Paris Saint-Germain, a 17 points. C'est-à-dire 3 fois moins. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'insiste beaucoup, Arnaud, là-dessus, c'est aussi le travail. Alors ça, on est dans l'invisible, etc. Pourquoi la volonté? Pourquoi quand je pense plusieurs fois dans la semaine, tiens, il joue contre qui? Alors je réfléchis, que ce soit à l'école, n'importe où. Je réfléchis, je me dis, tiens, il joue contre qui? Ah oui, c'est contre Lille, putain, ça va être dur. Lille, je crois, est invaincu. Alors je m'imagine, parce que je connais à peu près la place des clubs, donc il va falloir agir, il va falloir un peu comme si j'étais l'entraîneur, le manager, le soigneur de l'équipe. Les 100 000 spectateurs, je suis les 100 000 spectateurs. Et c'est ça, je trouve, la création humaine extraordinaire. C'est que tu es un tout dans le rien, parce que c'est le rien, mais tu es un tout en même temps. Et pour moi, c'est ça la vie. Ça, c'est extraordinaire. Si jamais il y avait un truc qui se débloquait et que
tu pouvais, t'avais une occasion d'être édité pour un de tes livres. Comment t'imagines que ça se passerait pour toi? Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas du tout comment je réagirais. Je sais pas du tout. C'est pour moi une sorte d'angoisse, ouais, quelque chose de très fort, une sorte d'angoisse. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas du tout. Ouais, je sais pas du tout si je prendrais ça très bien, que tout d'un coup, même j'aurais un prix, je veux dire, voilà, à la limite, quoi. Purée, est-ce que j'aurais un choc émotif ou non très fort? Alors là, dis donc, c'est pour moi, ouais. C'est-à-dire que je le fais depuis longtemps, un peu comme il fallait le faire, sinon ma vie, à quoi elle sert? C'est-à-dire que je me suis toujours, moi, interrogé comment la plupart des gens pouvaient, si tu veux, aller au cinéma, aller lire des livres, aller même, à la limite, jouer des jeux vidéo pour des trucs, mais et moi, qu'est-ce que je fais, moi? Donc je profite des autres. C'est ce que j'ai toujours pensé. S'il n'y a pas de producteur de film, ben qui va faire le film? Si tout le monde reste chez soi, mais il n'y a pas de production. Alors dans ce cas-là, c'est trop facile. Dans ce cas-là, moi aussi, j'ai qu'à simplement écouter la musique tous les soirs. Puis je suis bien dans mon bureau, écouter la musique. Mais je fais quoi? Moi, je fais même pas de musique et j'utilise les CD des autres qui ont bossé sur leurs CD, qui les ont remis en œuvre, et moi, je suis là en train de l'écouter et j'ai pas honte de moi. Non, non, moi, j'accepte pas ça. C'est tout, je n'accepte pas ça. Voilà, il faut produire. C'est du gâchis de ne pas écrire. Ou de ne pas produire. C'est du gâchis de ne pas produire quelque chose. Et d'en profiter. Celui qui n'en profite pas, à la limite, celui qui n'en profite pas et qui dort dans son jardin tous les jours, moi, je ne dirais rien. Mais celui qui en profite, même la télé, à la limite, parce que tu regardes quelque chose, il y a quand même des mecs qui sont derrière. Il y a quand même des mecs qui sont derrière. Et pour moi, le mec qui comprend pas ça, je suis désolé, il comprend pas la vie. La vie, c'est pas que, voilà, j'ai du fric, j'achète, donc j'écoute, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas d'imagination. Ah, toi, t'en as, espèce de glandu, j'ai envie de lui dire. Ouais. Voilà, glandu. Tu casses-toi le crâne un petit peu, et puis fais quelque chose pour les autres. Même si c'est pour les autres, tu dis bien oui pour les autres, parce que c'est vrai que moi aussi, quelque part, je ne fais pas pour les autres, mais bon, potentiellement. Potentiellement, puis j'ai toujours cette impression, on va dire ésotérique, que la pensée voyage. Voilà. Même une production qui n'est pas lue concrètement avec des gens, la pensée est là, l'imagination est faite, le livre est fait, ça voyage. Pour moi, ça voyage.